Une jeune femme marche dans une ruelle en rentrant de l'université, éclairée seulement par de petites flaques de lumière provenant des lampes au-dessus d'elle. Elle ignore qu'un homme l'attendra lorsqu'elle arrivera sur le parking. Pauvre âme, pense-t-elle après avoir vu cet homme bien habillé, qui peine à porter ses livres jusqu'à sa coccinelle Volkswagen, d'autant plus qu'un de ses bras est en écharpe. Elle s'approche de lui et lui propose son aide, à quoi l'homme poli et parlant doucement lui donne ses plus sincères remerciements, alors qu'elle prend certains des livres et se penche pour les placer sur le siège passager. Il la frappe à la tête avec une clé à molette. Il monte au volant et part. Il la prendra à la gorge, tout comme il l'a fait avec tant d'autres. Il lui fera subir des actes indicibles. C'est la quintessence de la psychopathie. Son nom est Ted Bundy. La scène que nous venons de vous décrire était le mode opératoire de ce tueur en série particulier, du moins quand il planifiait ses meurtres. Bundy utilisait son physique attrayant, ses talents en communication et son comportement poli pour piéger les gens. Parfois, il utilisait une écharpe ou des béquilles pour donner à ses victimes un faux sentiment de sécurité. Quel mal pourrait faire un homme en béquille, habillé en costume, conduisant une jolie voiture? C'est pourquoi il était si difficile à appréhender. Il ne correspondait tout simplement pas au profil classique d'un tueur en série, celui qui commet des actes absolument dégoûtants envers les gens au moment de leur mort et même après. Il aurait dû être arrêté plus tôt qu'il ne l'a été. Après tout, lorsque de jeunes femmes sortaient et ne revenaient jamais, à plusieurs reprises des témoins se sont manifestés et ont dit qu'ils avaient en vue un homme rôder dans les parages. Un homme avec un bras en écharpe, un homme qui conduisait une coccinelle VW. Brenda Carol Ball, 22 ans, a été aperçue pour la dernière fois discutant avec un homme brun au bras en écharpe sur un parking. Suzanne Hélène Rancourt a disparu peu après, sans jamais revenir. Deux individus ont affirmé avoir été approchés par un homme avec une écharpe. Il aurait sollicité leur aide pour charger des livres dans sa coccinelle VW. Le 11 juin 1974, Georgianne Hawkins, étudiante à l'Université de Washington, a disparu. Son corps ne serait jamais retrouvé. Nous savons qu'elle était avec son petit ami et qu'elle est partie après minuit. En rentrant à son logement étudiant, un ami qui conduisait l'a repéré. Il a crié « Hey George, quoi de neuf ?» Elle lui a exprimé son anxiété concernant son prochain examen d'espagnol après une brève discussion. Plus tard, des témoins ont dit aux policiers qu'ils avaient vu un individu rôder dans une ruelle proche du lieu où se trouvait Hawkins, un individu dont le bras était en écharpe. Une femme a affirmé que cet homme lui a demandé de l'aider à mettre une mallette dans une coccinelle VW brun clair. Elle ne savait pas à l'époque à quel point elle était proche d'être assassinée. Hawkins a été moins chanceuse. Elle est tombée dans le piège, comme toute personne bienveillante. Nous savons ce qui lui est arrivé parce que Bundy en a parlé plus tard. Il l'a frappée à la tête avec une barre à mine lorsqu'elle s'est approchée de sa voiture, l'assommant instantanément. Quand elle a repris conscience, elle paraissait confuse. Mais à l'étonnement de Bundy, elle croyait qu'il était venu pour l'aider avec l'espagnol. Elle était visiblement en état de choc. Voici ce que Bundy a dit. C'est curieux ce que les gens disent dans ces situations. Il l'a étranglée et a jeté son corps, un corps auquel il retournerait à au moins 3 reprises. On ne peut qu'imaginer à quel point il était dément, revenant à un corps en décomposition. Il avait ses raisons, nous y arriverons. Bundy était audacieux, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il ne pensait jamais qu'il serait attrapé. Il se croyait plus intelligent que la police. Après tout, il avait travaillé en politique. En tant que directeur adjoint du comité consultatif de prévention du crime de Seattle, il a rédigé un document sur la prévention du viol. Il a discuté au département des services d'urgence des femmes disparues et des méthodes pour les retrouver. Et c'est probablement pourquoi Bundy n'a eu aucun scrupule à retourner dans la ruelle d'où il avait pris Hawkins. Un jour après l'enlèvement, il était là en même temps que la police, se cachant en pleine vue alors qu'il ramassait l'une des chaussures de la victime et son collier. S'il ne draguait pas les filles sur un parking ou à proximité de l'un d'eux, il se faufilait dans les sous-sols pendant qu'elles dormaient, puis frappait la victime avec une sorte de barre de fer. Bundy était semblable au croque-mitaine, un tueur en série qui se faufilait à travers les fenêtres et attaquait vicieusement les gens lorsqu'ils étaient le plus vulnérables. Mais il était aussi un escroc. Il pratiquait des escroqueries de confiance. Les enquêteurs ont associé la disparition de jeunes filles à un homme avec un bras en écharpe, fréquemment vu avec une coccinelle VW. Bundy était sûrement une proie facile après ça. Combien de coccinelles VW y avait-il dans ces zones lorsque les enlèvements ont eu lieu? Des zones dispersées au nord-ouest du Pacifique. La réalité était que le règne de terreur de Bundy n'en était qu'à ses débuts. Il est certain que le public et la police étaient inquiets. Les jeunes filles ont cessé de faire de l'autostop et ont commencé à craindre de parler à des inconnus ou de laisser leurs fenêtres ouvertes la nuit. Ceux qui avaient le plus à craindre étaient les jeunes femmes blanches. Bundy ciblait généralement des victimes en fin d'adolescence ou au début de la vingtaine. Elles étaient généralement de race caucasienne et considérées comme attirantes. Elles étaient des étudiantes douées et intelligentes à l'université. Une autre chose était le fait que chaque fille disparaissait dans des universités où des travaux de construction étaient en cours. Les enquêteurs se demandaient si les disparitions pourraient être liées. Ils ne savaient tout simplement pas.
Il disposait de peu de preuves médico-légales et il n'y avait pas de corps. Cela ne signifiait pas pour autant que les policiers pensaient que les filles s'étaient simplement enfuies quelque part. Rien dans leur personnalité ou leur état d'esprit ne le suggérait. Quelques semaines après la disparition de Hawkins, 2 femmes ont été kidnappées en journée au parc d'État de Lake Sammamish, près de Seattle. Bundy avait d'abord approché 5 femmes dans le parc. Et ce qu'elles ont plus tard décrit comme un accent canadien ou britannique, l'homme s'est présenté comme Ted. Ted, vêtu d'une tenue blanche bien repassée et de tennis avec un bras en écharpe, leur a poliment demandé si elles pouvaient tout l'aider à décharger un voilier de sa coccinelle VW de couleur bronze. 4 d'entre elles ont dit non. L'une d'elles l'a suivi jusqu'à sa voiture. Heureusement, elle s'est enfuie lorsqu'elle a réalisé qu'il n'y avait pas de voilier. Ce jour-là, Bundy a réussi à convaincre une femme de l'aider, puis en a enlevé une autre près des toilettes. Les 2 mouraient. A-t-il tué l'une devant l'autre? Il a affirmé que c'était vrai, mais proche de son exécution, il a révoqué ce sombre détail. Ceci n'est toutefois pas un récit sur ces crimes. Nous voulons comprendre comment la police a échoué à attraper Bundy, malgré l'utilisation de la même voiture et du même stratagème de l'écharpe, soit le même mode opératoire. Il a également dit aux filles qui ont réussi à s'échapper qu'il se nommait Ted. Que cherchaient-vous encore les policiers? Une confession écrite? Ils étaient très proches, mais ils n'arrivaient toujours pas à l'attraper. Ils avaient maintenant au moins une bonne description de cet homme nommé Ted, et cela correspondait assez à son apparence. Rapidement, ce croquis a été diffusé dans la presse et à la télévision. Souvenez-vous, Bundy travaillait au département des services d'urgence? Un de ses collègues a vu le croquis et a entendu parler de la coccinelle Volkswagen, réalisant alors qu'on cherchait Monsieur Bundy. Elle a signalé Bundy à la police, tout comme une autre personne connaissant Ted Bundy. Les policiers de l'époque recevaient environ 200 de ces appels en une journée. Et ils ont rapidement supposé qu'un étudiant en droit, bien élevé, sans casier judiciaire, ne pouvait pas être à l'origine des enlèvements. Ils croyaient que les tueurs en série ne pouvaient pas ressembler à ça. Cependant, la pression montait, et Bundy le savait. 2 mois après son dernier meurtre, des ossements ont été découverts. Ces ossements étaient les restes de ses victimes, dispersés dans des endroits où les policiers n'avaient pas cherché. Bundy a eu l'opportunité d'être accepté à la faculté de droit de l'Université de l'Utah. En août 1974, il a fait ses valises et s'est dirigé vers l'Est. Il n'était en Utah que depuis 1 mois quand il a recommencé à tuer. Le 2 septembre, une autostoppeuse. Le 2 octobre, une fille de 16 ans. Le 18 octobre, une fille de 17 ans croisée dans une pizzeria. Elle était la fille d'un chef de police. Après que son corps en décomposition ait été retrouvé sur un sentier de randonnée, l'examen post-mortem a révélé que Bundy l'avait maintenue en vie pendant peut-être 7 jours. Toutes avaient été victimes d'une dépravation brutale. Après 1 an d'hospitalisation, Bundy avoua avoir lavé les cheveux et maquillé les visages de ses victimes post-mortem, les conservant dans l'état qui lui plaisait. Il désirait posséder physiquement les corps des victimes, et il voulait faire ce qu'il voulait. Il les coupait en morceaux, gardait parfois des têtes dans son appartement, et il les habillait comme il voulait. Et puis, il les prenait en photo. Lorsque vous travaillez dur pour faire quelque chose de bien, a-t-il dit un jour, vous ne voulez pas l'oublier. Il y a eu d'autres enlèvements, plus de meurtres, ainsi que des tentatives d'enlèvement. Les disparitions ont été signalées dans les médias et, après en avoir lu des articles, une femme nommée Elizabeth Klepfer, qui avait fréquenté Ted Bundy à l'époque où il se trouvait à Washington, a fait le lien. Elle a appelé les policiers du comté de King et du comté de Salt Lake, leur disant qu'elle pensait avoir fréquenté le tueur. Elle parlait encore à Bundy à ce moment-là au téléphone, mais elle n'a rien dit à propos de ses appels. Pour elle, le croquis ressemblait à Ted Bundy. La voiture appartenait à Bundy, donc les meurtres coïncidant partout où il allait étaient trop suspects. Bundy a commencé ses meurtres au Colorado. Peu de choses ont changé. Décès par traumatisme violent, parfois par strangulation, corps mutilés et abandonnés, parfois habillés de vêtements qui ne les appartenaient pas. L'année 1975 touchait à sa fin et il y avait beaucoup de victimes, certaines dont les corps n'ont jamais été retrouvés. 76 fut une année sanglante. Pourquoi alors la police de Washington n'a-t-elle pas surveillé Bundy? Ils n'ont fait cela qu'après avoir découvert l'ordinateur et les bases de données. Ils ont découvert qu'ils pouvaient introduire des données sur les meurtres et l'ordinateur comparerait ces données à celles déjà présentes dans le système. Ils ont constaté qu'en entrant des données sur les meurtres dans l'ordinateur, celui-ci les comparait à celles existantes. Sur des milliers de noms, seuls 26 correspondèrent au crime. Le défi était de lier les meurtres de Bundy en Utah et au Colorado à ceux du Nord-Ouest Pacifique. À l'époque, il n'y avait pas de grande base de données contenant tous les départements de police de l'État. En fait, bien que les policiers auraient dû être plus vigilants après les alertes, Bundy a réussi à échapper à la capture en se déplaçant constamment. Il a ensuite été arrêté par un policier à Salt Lake City pour conduite suspecte. En fouillant la voiture de Bundy, le policier a trouvé un ensemble d'objets suspects, un masque de ski, des sacs poubelles, des menottes, un pied de biche, des morceaux de corde et un pic à glace. Tout cela constituait à peu près le parfait arsenal d'un tueur en série. Les policiers ont rapidement réalisé qu'ils pourraient être face à un psychopathe.
Il disposait de l'appel téléphonique de l'amante de Bundy et de la description de sa voiture issue d'un enlèvement. Malgré la fouille de sa maison, la police n'avait pas de preuves suffisantes pour le retenir. Une chose qu'ils n'ont pas trouvée ce jour-là était un tas de photographies de ses victimes de mortes. Les choses auraient été différentes s'ils avaient découvert ces clichés horribles. Bundy était de nouveau libre, sous surveillance constante. Des policiers sont allés à Seattle pour discuter avec l'amante de Bundy. Elle leur a dit que certaines choses ne collaient pas, comme pourquoi gardait-il des béquilles chez lui, et qu'en est-il de ce plâtre de Paris, sans parler des gants chirurgicaux, des grands couteaux, du hachoir à viande et d'un sac plein de vêtements pour femmes. Bundy était dans une situation difficile, mais ce n'était pas encore la fin. Il a vendu sa coccinelle adorée, qui a été rapidement confisquée par les enquêteurs pour un examen minutieux de l'intérieur. Ils ont trouvé des mèches de cheveux de femmes, probablement ses victimes. Bundy a été arrêté par la police et confronté, mais il n'avait que des preuves suffisantes pour le poursuivre pour enlèvement aggravé et tentative d'agression. Ses parents ont versé sa caution de 15 000 $ et il a été de nouveau libre, bien qu'étroitement surveillé. Il a vécu à nouveau avec sa maîtresse pendant sa période de caution, ce qui aurait dû être étrange pour elle. À ce stade, les principaux enquêteurs de l'Utah, de Washington et du Colorado se sont finalement réunis et ont partagé leurs histoires et les preuves qu'ils avaient. Ils étaient assez sûrs qu'ils avaient un tueur en série entre leurs mains, un individu complètement dépravé. Avant d'être poursuivi pour meurtre, il a été jugé pour enlèvement et agression. Il a été jugé coupable et condamné à une peine de 1 à 15 ans dans la prison d'État de l'Utah. Là-bas, il a été accusé d'un seul meurtre. Bundy était sans doute désespéré, conscient que ses crimes le rattraperaient probablement et qu'il risquait la peine de mort. Il a opté pour sa propre défense, évitant ainsi menottes et chaînes aux pieds à l'audience. Il a ainsi persuadé le tribunal de son besoin d'accéder à la bibliothèque, puis s'est échappé par une fenêtre lors d'une audience. Il a en fait survécu pendant 6 jours dans la nature sauvage des montagnes d'Aspen, mais a finalement été récupéré par la police. Le dossier contre lui pour ce meurtre était en fait assez faible, mais il semblait que Bundy était persuadé qu'il l'aurait. S'il était condamné pour cette affaire, d'autres pourraient le suivre. En 6 mois, il a obtenu le plan de la prison. Il a économisé, introduit clandestinement de l'argent par des visiteurs et obtenu une scie à métaux. Le 30 décembre 1977, Bundy a rempli son lit de livres pour faire croire qu'il dormait. Il a traversé le plafond pour accéder à un appartement. Là, il s'est changé en vêtements civils, puis est sorti de la prison. Il est allé de Chicago à Atlanta, puis en Floride, dans des voitures volées, ne s'arrêtant que pour voler certains objets ou des portefeuilles à des personnes. Le 15 janvier 1978, il se promenait la nuit à l'Université d'État de Floride. Aux premières heures de la matinée, il a agressé, assommé, étranglé et mordu 3 femmes endormies dans 3 pièces différentes, le tout en environ 15 minutes. 2 d'entre elles ont survécu, mais étaient très gravement blessées. Il a quitté la maison étudiante pour un immeuble d'appartement où il a agressé une autre fille, lui fracturant le crâne et la mâchoire. Il a laissé son masque en collant, l'une de ses choses préférées, là-bas. La police a aussi découvert des échantillons de sperme et de cheveux. Par la suite, Bundy est allé à Jacksonville, y a kidnappé et assassiné une fille de 12 ans. Il a été interpellé par un policier quelques jours après. Bundy a été arrêté à Jacksonville, en Floride. Pendant l'interrogatoire, il a pris la fuite après avoir donné un coup de pied à un policier. Malgré les tirs d'avertissement du policier, Bundy a persisté à courir. Malgré sa lutte, sa lenteur l'a conduit à être plaqué au sol, incapable de saisir l'arme du policier. Bundy était fini, assis dans une voiture, menotté, en route vers une mort certaine. Pourtant, ce policier de Floride ne savait pas qui il avait dans la voiture. Il ignorait qu'il transportait un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis. Il n'avait certainement aucune idée que l'occupant de son véhicule deviendrait connu comme l'un des pires, des plus vils tueurs en série de tous les temps. Un démon dont la brutalité déformée ne connaissait aucune limite. Connaissez-vous ce que Bundy a dit au policier dans la voiture? Il a dit « Tu aurais dû me tuer ». Finalement, il a avoué 30 meurtres, mais il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Le 24 janvier 1989, Bundy, âgé de 42 ans, est décédé sur la chaise électrique. Ses derniers mots étaient « Transmettez mon amour à ma famille et à mes amis ». Regardez ceci. Qui sont les pires tueurs en série en Amérique? Ou regardez ceci.